Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Complète la Sueur. Aujourd'hui, on reçoit une légende de la boxe anglaise et on va lui parler un petit peu de sa philosophie de vie, de sa vie aussi, de comment est-ce qu'il voit le sport et les choses en général. Donc voilà, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Carlos Takam. Bonjour Carlos, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être là aujourd'hui, parler un peu, échanger de la vie, comme tu dis, la philosophie. J'aime bien la philosophie, tu sais. C'est- Justement, là, J'adore ça. je peux pas m'empêcher de commencer directement par ça parce que on vient là, en fait, juste avant hors antenne, d'avoir une discussion. En fait, en l'espace de 5 minutes déjà, mon cerveau a un peu Ouais, explosé de tous les côtés. ouais. Parce qu'on Mhm. parlait de votre routine d'entraînement. Ça a commencé comme ça. On a parlé ensuite de David Goggins, mais on y reviendra si on se perd pas trop. Mais on D'accord. parlait de votre routine d'entraînement et en gros, vous disiez que vous avez une routine, si vous êtes OK pour la dévoiler, du coup, parce qu'il y en a une autre qui est Allez. plus, mais qu'on gardera pour vous, que vous Ouais. garderez pour vous. Mais Ouais. celle que vous avez et que vous faites tous les jours, comme ça, et sinon, en gros, vous pouvez pas commencer la journée, vous sentez pas bien, c'est une demi-heure. Donc, on vous encourage à essayer, juste pour voir. Moi, j'irai essayer, en gros, dès qu'on aura fini l'interview une demi-heure où vous faites 30 secondes de burpees, en gros, la plus belle forme et le plus vite possible, 20 secondes de repos. Ça, c'est quand il faut faire quelque chose et qu'en gros, bon, y a soit vous commencez la journée ensuite et que Mhm. vous manquez de temps, quoi que ce soit, mais il y a aussi des jours où vous êtes encore plus déterminé. Et là, vous me dites si je me trompe, mais du coup, c'est 30 secondes de burpees, puis 10 secondes soit de kettlebell swings, soit de assault bike, et ensuite 10 secondes de repos, et ça en boucle pendant une demi-heure, et vous faites ça Ouais. tous les jours. Je fais ça tous les jours. Tu as oublié, à défaut d'aller faire mon footing. Donc, le Oui, jour où c'est ça. je ne cours pas, le jour où je ne cours pas le matin, c'est ça que j'ai fait. Parce que comment dire, tu sais, il y a des jours où tu as la flamme de sortir le matin pour aller courir. Là, tu restes à la maison, tu te poses des questions. OK, qu'est-ce que je peux bien faire? Moi, chez moi, dans mon garage, j'ai les kettlebells, j'ai les dumbbells, tu vois, j'ai le vélo et tu vois, j'ai pas mal de machines. Du coup, j'ouvre le garage, je regarde, je dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Toutes les machines, c'est bien beau de le faire, mais après, tu t'ennuies un peu, quoi, tu vois. Alors, j'ai voulu quelque chose qui va vraiment me faire me brouiller la tête. Quoi. Parce qu'avec les vélos, oui, c'est tranquille, tu vois. À cet moment, c'est tranquille, tu es paisible. Je veux quelque chose qui va me faire travailler, non seulement le physique, mais aussi là-dedans, quoi. Tu vois. Du coup, je fais du burpees. Pendant 30 minutes, pas 30 minutes non-stop, pendant 30 minutes, je le fais 30 secondes de burpees et 20 secondes de repos. 30 secondes de burpees, 20 secondes de repos pendant 30 minutes. Et après, j'ai 3, 4, 5 jours où je monte en intensité, où me sens un peu plus en forme, je fais 30 secondes de burpees et 20 secondes de swing et 10 secondes de repos, ainsi de suite. Et après une semaine, je continue 30 secondes de burpees, 10 secondes de swing et 10 secondes de vélo et 10 secondes de repos, ainsi de suite pendant 30 minutes. Alors, essayez ça et vous m'en direz plus. Ouais, mais surtout, en plus, juste après que vous m'ayez donné ce petit rituel, il y a surtout un truc que j'ai tellement adoré entendre ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a besoin d'entendre, c'est vous-même, même si vous êtes athlète professionnel et on l'a dit, légende du sport, etc., en fait, par exemple, les jours où vous faites cette routine-là et que c'est vraiment hardcore, en fait, vous dites vous-même, après 19-20 minutes, vous avez déjà envie Oui, oui, d'abandonner, vous n'en oui, pouvez plus, oui. et Ah, c'est là que ça se dans, joue. ouais, après 19 minutes, 20 minutes, il reste 10 minutes. Ce sont les dernières minutes qui sont les plus fous. Parce que tu as des pensées, tu penses à 100 à l'heure. Quoi. Donc, déjà, tu te dis, oui, OK, c'est bon. Hier, j'ai fait 30 minutes. Aujourd'hui, je peux faire 20 minutes, quoi, tu vois. En fait, là, ton imagination, tu dis, ah non, c'est bon. Ça fait 5 jours que je fais 30 minutes. Si je perds 10 minutes aujourd'hui, c'est pas grave. Mais c'est grave. Mais c'est grave parce que tous les jours, tu vas te chercher des excuses. Ouais. Alors, il faut que dans la tête, tu sois fort. Tu te dis non, non. Il y a quelqu'un de là qui dit arrête, l'autre de l'autre côté, l'autre dit non, ne le fais pas. Donc, et là, tu te bats. Tu te bats non pas physiquement, mais mentalement. Tu te bats pour pouvoir finir les 30 minutes. Et quand tu finis les 30 minutes, je peux t'assurer qu'à chaque fois, quand j'ai fini mes 30 minutes, je m'allonge sur le tapis et je respire. Et c'est pas fini. Hein. Après les 30 minutes, c'est pas fini. J'y vais. Ça, c'est l'autre petit rituel. J'y vais pour le gainage. J'ai 20 minutes de gainage. Bon. What? Pardon, 20 minutes? Bon, 20 minutes de gainage, pas non-stop, genre.
je fais toujours comme les exercices. Ouais, ok. 30 secondes, 30 secondes, 20 secondes de repos. 30 secondes, 20 secondes de repos, dégainage. Ok. Après ça, franchement, si tu le fais pendant un mois, je te jure, je peux t'assurer, ça, c'est pas une blague. Tout ça pendant un mois mélangé avec les gainages, comme je te viens de vous dire. Pendant un mois, même ces mecs qui te proposent comment dire, des trucs pour perdre du poids, on va te chanter à la télé, il faut manger ci, il faut manger ça. Ça, c'est la meilleure façon pour perdre du poids, quoi. Mais il faut souffrir. Il faut souffrir. Et justement, par rapport Ouais. à ça, c'est ce que vous disiez juste avant qu'on commence. Du coup, on évoquait David Goggins parce que vous l'avez rencontré à Vegas et c'est Ouais. un peu la rencontre des deux mondes. Enfin, c'est vraiment génial que ce soit arrivé. Mais en fait, et vous disiez surtout, là, ce qui va aussi, c'est la discipline, vous le disiez, plus que la motivation qui va faire la différence. Mais vous disiez aussi, il faut bien se rendre compte que c'est en se forçant à faire des choses extraordinaires et exceptionnelles qu'on peut Mhm. avoir des résultats extraordinaires et exceptionnels. Et en gros, vous disiez, Justement. c'est pas avec une mentalité où on fait toujours la routine et comme d'habitude que vous arriverez jusqu'à vos rêves ou ce que vous voulez faire qui sont des objectifs hors normes. Et ça, est-ce que vous pouvez un peu étendre Ouais. là-dessus? Je disais, pour avoir quelque chose ou pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. C'est Ça, ça. c'est sûr. Ouais. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Tu vas aller dans la salle de boxe, tu vas t'entraîner avec ton coach, c'est bien. On va te montrer des mouvements que nous tous, ces boxeurs, on connaît, quoi. Après, c'est le plus talentueux qui gagne. Mais les Mm. mouvements que nous tous, on connaît le crochet, on connaît les percutes, on connaît, tu vois, la droite, la gauche, le jab et tout. Ouais. Il faut juste faire la différence entre tous ces mouvements que tu apprends, quoi. Ou toi-même, euh, créer quelque chose, quoi. Je veux dire, ta façon de donner la gauche, le crochet ou l'hypercute, il faut essayer de trouver quelque chose de différent que ça, quoi. Parce que quand l'adversaire va te voir arriver avec la gauche et tout ça, ou avec l'hypercute, il va savoir que non, le mec, il veut me donner un hypercute ou un crochet. Je vais prendre l'exemple sur le boxeur mexicain, Canelo, là. Mhm. Il a une façon de boxer souvent qui me fait rigoler. Je vais dire, il va faire semblant de te donner euh, un crochet au corps, mais c'est le crochet, tu le prends plutôt à la tête, quoi. Par Mm. rapport à son mouvement, tu vois, par rapport à son mouvement de corps et de bras, mais c'est plutôt le crochet qui vient à la tête, comme il avait fait avec Kovalev, tu vois, pour le Ouais. mettre KO. Ouais. C'est ça, en fait. C'est ça qui fait la différence. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Il va te montrer la gauche, mais il va te mettre la droite. C'est ça qui fait la différence. Donc, fais ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu. C'est très simple. Ouais. 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 Mais est-ce que pour vous, ça, c'est quelque chose que vous continuez à arriver à faire? Parce que mine de rien, c'est une gymnastique intellectuelle que de se forcer tous les jours à apprendre de nouvelles choses, à essayer de voir les choses différemment. Et en vrai, ça doit être compliqué aussi. Enfin, c'est beaucoup plus facile de conserver sa routine et on peut atteindre un très bon niveau en conservant une routine. Ça, c'est un effort que vous faites de continuer à essayer de chercher les nouvelles choses, de chercher les nouveaux mouvements, etc. Écoute, je suis toujours, je suis quelqu'un de très curieux de tout. Je suis curieux partout. Je veux dire, pas seulement que dans mon sport, dans tous les autres domaines, quoi. Bon, je ne vais pas sortir du cadre de notre conversation. L'autre jour, j'ai rencontré un mec, il est très fort en informatique. Il a une société qui protège les sociétés, comment dire, c'est un hacker, quoi, je veux dire. Mhm. Il a travaillé pour pour les services gouvernementaux. Et j'ai tenu une conversation de plus d'une heure avec lui. Il me disait que ben, j'aime bien. Il me dit, tu sais, moi, je ne parle pas beaucoup de mon boulot avec les gens parce qu'ils s'ennuient. Je dis, mais j'aime ce que tu vois, tu vois. Ouais, Je dis que j'aime bien, je veux bien écouter, je veux bien savoir. Comme tu parlais comment dire, ça va peut être fatigant de toujours vouloir créer d'autres trucs, surtout en parlant de ce sport qui est la nôtre et tout. Non, je veux dire, c'est la passion déjà qui fait que tous les jours, je me lève pour aller m'entraîner. C'est la passion déjà qui fait que tout le temps, quand je suis à la salle, j'essaie de faire des nouveaux shows, quoi, des nouveaux shows, des nouveaux mouvements. C'est la ouais, passion. Je dis parce que je veux, parce que j'en veux. C'est pas parce que, comme on dit, oui, il faut vraiment que tu vas t'entraîner. C'est une obligation que tu vas t'entraîner. Non. Quand tu vas dans une salle de sport, quand tu commences ton entraînement, il faut, comment dire, il faut le faire avec sourire, il faut le faire avec passion, il faut être content, quoi. Sinon,
Si tu te sens comme une obligation, comme un poids, on est en train de te forcer, tu ne vas rien apprendre. Tu ne vas rien apprendre. C'est pour ça que quand tu fais un tombolo, que ce soit la boxe, le foot, que ce soit autre chose, il faut le faire avec passion. Sinon, tu vas pas avancer. Et du coup, eh ben, ça fait écho à ce qu'on se disait avant aussi, mais et quand vous entendez, du coup, ça va faire une redite, mais quand vous entendez du coup Tyson qui, enfin, en gros, dans son prime, lui, il disait, bah moi, je m'impose des routines tous les jours qui sont des routines super hardcore, et la clé, c'est de transformer un peu son propre cerveau pour que ce qu'on déteste faire tous les jours, on le fasse comme si on aimait ça. Ça, pour vous, comment vous le voyez? Ouais. Exactement, je reviens à ce que je viens de te dire là, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as Ouais. jamais fait, quoi. Ouais. C'est très simple. Parce que ce que tu fais tous les jours, ça devient la routine, putain. C'est ce que la plupart des athlètes ne comprennent pas. Ça devient la routine. C'est comme tu vas aller faire, tu as ton parcours, tu fais ton footing tous les jours. À un certain moment, tu te rends compte que c'est facile. À un certain moment, tu te rends compte que le parcours que je faisais en 1 heure, je le fais en 30 minutes, en 45 minutes. Là, ça devient la routine. Il faut changer de parcours. Il faut complètement changer de parcours. Ne fais plus le même parcours. Il faut te forcer à faire autre chose plus difficile, quoi. Quelque chose qui va te donner plus de difficultés, quelque chose qui va te faire réfléchir. Pas un truc où tu vas aller courir tranquille en sachant que oui, je vais accélérer là, je vais. Non, 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 non. Fais quelque chose qui va te mettre en difficulté pour pouvoir avancer. Il faut faire quelque chose qui va te mettre en difficulté. Sinon, tu n'avanceras jamais. Ça serait toujours de la routine tous les jours à la salle, même entraînement, même tous les jours. Sortir le matin, faire les mêmes footings, aller sur le même parcours, ça ne va pas t'avancer. Ça ne va t'avancer à rien. C'est pour ça que moi, j'ai mon petit exercice, cet petit exercice où, malgré que tu le fais tous les jours, je veux dire, ça brûle, quoi. Je veux dire, c'est cet exercice que je viens de vous parler, c'est quelque chose que, en fait, tu ne peux pas me dire que tu vas faire, que c'est la routine. Tu ne peux pas. Ouais. Non, 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 tu peux pas. Tu me dis que c'est la routine, je vais te dire, tu mens. Tu ne peux pas. Ouais. Tu ne peux pas. OK, si c'est la routine, alors fais les 30 secondes. Tu fais 20 burpees en 30 secondes, si c'est la routine. Je verrai comment tu vas te porter, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, Ouais. exactement. Et Ouais. bah, il y a aussi toute une autre partie qui peut rendre les choses plus difficiles. Et bah, on sait que pour vous, tout ce qui est les valeurs et le respect, c'est quelque chose qui a été très important pour vous, même quand la manière dont vous avez été éduqué dans votre enfance, etc. Et avant de commencer justement à voir un petit peu cette partie de votre vie, comment est-ce que vous voyez tout ce qui est aujourd'hui les réseaux sociaux, tout ce qui est bah, en gros les gens qui sont sur Internet et qui peuvent aujourd'hui, que ce soit sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux, parler à un combattant comme s'il était avec lui ou quoi que ce soit pour l'insulter, que ce soit pour le dénigrer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a beaucoup de combattants qui disent que ça, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à gérer, d'avoir autant de gens qui peuvent te parler comme ça directement et avoir accès à toi, et que ça devient quelque chose dans leur carrière qui est une difficulté supplémentaire à gérer. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ouais, je vais juste tout simplement dire que si les gens te parlent et t'insultent, bon, je vais pas dire ne sois pas surpris, quoi. Je vais dire, ça dépendra de la personnalité de la personne, quoi, tu vois. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, tu sais. Moi, personnellement, tous ceux qui viennent me parler sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec respect, quoi, par rapport à ma personne, parce qu'ils savent ce que je fais. Ouais. Et ce que je continue à faire, quoi, tu vois. Il y a d'autres boxeurs, d'autres athlètes qui sont très clash, quoi. Je veux dire, ils vont dire, ouais, je vais faire ci, je vais casser la galaxie. Je ne dis pas, c'est du show. Après, il faut comprendre qu'il y a show et show. Il ne faut pas prendre le show à la réalité. Quand tu prends le show à la réalité, ça finit par te brûler, quoi. Tu vois, tu te brûles Ouais. tu te brûles les mains. Après, c'est pas facile de gérer tout ça, hein, tu sais. C'est pas facile de gérer tout ça. Tu vas avoir des tonnes de messages. Si tu ne réponds pas, pendant déjà une semaine, l'autre, quand tu vas faire une publication, il va te publier, il va te mettre, comment dire, quelque chose sur la publication, il va te dire, oui, je te parle, depuis tu ne réponds pas au message, regarde ton message, regarde tes messages, tu ne nous réponds pas, voilà, tu n'es pas gentil, alors que je crois que tu es gentil. C'est pas facile de gérer. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu comme il y a des gens qui, bon, c'est vrai, il y a des gens qui vivent de ça, mais c'est devenu, c'est c'est tout un travail, quoi. Si tu t'y jettes dedans, tu vas te perdre, ça c'est sûr. Ouais. Tu t'y jettes là-dedans, tu vas te perdre automatiquement. Tu t'y jettes dedans, tu vas te perdre. Donc, il faut avoir des gens qui, peut-être, vont gérer des réseaux sociaux, quoi, des professionnels, quoi.
tu vois. Mais moi, j'aime bien répondre moi-même à mes propres messages, tu vois. Je dis toujours, les messages, laissez-moi les répondre. Vous pouvez gérer tout, mais les messages, laissez-moi les répondre, quoi. J'aime bien gérer tout. Après, il y a comme on dit, depuis un certain temps, il y a cette vague comment dire, des influenceurs sur les réseaux sociaux ou des youtubeurs qui deviennent des sports, qui deviennent des boxeurs, qui font des galas internationaux, des trucs gigantesques. Après, je ne suis pas contre ça et en même temps, je n'approuve pas ça. Je suis désolé, putain. Oui, oui, mais attends, quand même, on est des boxeurs professionnels. Ils ne savent pas d'où on vient, putain. J'ai fait une carrière amateur, j'étais aux Jeux Olympiques, je viens être professionnel et il y a un mec qui arrive de nulle part, il remplit tout un stade, il prend des millions. Il y a de quoi être un peu, quand même un peu jaloux, non? Ouais, franchement, quand même un peu. Tu vois ça? Putain, que chacun reste dans son domaine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent, ben ouais, mais d'un autre côté, ils mettent des nouveaux yeux sur la boxe, ils amènent un public qui n'était pas là avant, et ça fait parler de la boxe anglaise. Attention, ce public-là, ce n'est pas notre public. Je suis désolé. Ce public-là n'est pas notre public. Ce public-là ne vient pas parce qu'ils aiment la boxe. Il vient parce qu'il aime ce mec qui fait son show. Ce public-là n'irait pas voir un combat de boxe de deux boxeurs professionnels. Non. Non, 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 non. N'oubliez pas ça. Il ne faut pas qu'on confonde tout. Je suis désolé. Je ne suis pas contre. Comme j'ai dit, je ne suis pas contre. Mais je ne suis pas d'accord non plus. Il faut que chaque chose, chacun comment dire, chacun fait son boulot, quoi. Je veux dire, le mec, il est influenceur, oui, je ne refuse pas, il va venir. Si on me dit, oui, cet influenceur va boxer dans une soirée organisée peut-être pas, où il y aura un championnat du monde, où il y aura des combats professionnels, le main event, et il va faire peut-être le co-main event, où il va boxer dans la soirée. Là, je vais dire oui, mais pas me dire que le mec va faire le main event et les boxeurs vont venir en arrière comme au co-main event. Je ne suis pas d'accord, je suis désolé. Je ne suis pas d'accord avec ça, franchement. Ouais. Mais bon, écoute, qu'il en soit ainsi, c'est un autre business. C'est le business qui marche en ce moment, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Et pour toi, est-ce qu'il y a une. Parce que ça, c'est ce que disent aussi généralement les gens qui disent ben oui, mais ça aide la boxe qui autrement serait un peu sur la pente descendante. Pour toi, ça, c'est vrai ou c'est pas quelque chose que tu ressens et c'est simplement que ben, ça fait beaucoup parler, mais la boxe n'avait pas besoin de ça non plus? Comment ça fait beaucoup parler? Comment ça, la boxe est sur une pente descendante? Où? En Europe, en Amérique ou c'est pas moi? Je ne comprends pas. Quand ils disent ça, tu vois, bon, ok. Je ne peux pas dire non, la boxe ne serait pas ça ne serait pas sur une pente descendante ou la boxe ça sur une pente descendante. Je ne sais pas. Parce que malgré qu'on parle de tout ça, on ne saura jamais. Ouais, c'est trop abstrait, quoi. On ne saura jamais. Ouais, il faut qu'il y ait des spécialistes qui analysent tout pour dire, ouais, c'est vrai ce que tu dis ou non, c'est pas vrai ce que tu dis. On ne saura jamais. Ouais, mais écoute, comment dire, c'est pas évident pour nous, les athlètes de haut niveau, d'accepter ça. Même si d'autres disent non, c'est bien, mais ils disent c'est bien devant les médias, à la télé, non, ça va, ça nous aide, mais derrière, je peux te dire qu'ils en ont là, parce qu'ils vont aller à une soirée où le mec va prendre 3 millions et lui va prendre juste 500 000, quoi. Ouais. Ouais. Alors que le mec, il a passé toute sa vie à boxer, sa carrière amateur, professionnelle. Et un mec, il arrive, il fait un combat, il gagne les millions. Et lui, il est déjà à une trentaine ou vingtaine de combats, il ne fait que gagner un demi-million. C'est pas évident. Mais on accepte ça, tu vois. Tu aimes ce que tu fais, alors fais-le avec passion et continue, quoi. Ouais. Et je voulais juste aussi vous poser une question rapide sur votre enfance, parce que je sais que vous en avez beaucoup parlé et peut-être que vous en avez marre, mais simplement, il y a votre relation avec votre père qui était un athlète aussi de haut niveau, un karatéka même, il me semble, et duquel vous avez vu, qui vous a un peu mis des étoiles dans les yeux, vous faisiez les katas des bouquins que vous avez trouvés de lui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre enfance et comment vous avez découvert les sports de combat? Au fait, j'ai découvert le sport de combat très, très jeune. Ben, j'avais quoi? Je devais avoir 10 ans comme ça. Et
Parce que pour te dire, vraiment, mon enfant, elle est spéciale. C'est un roman qu'on fait. Ouais. C'est un roman. Alors, étant donné que j'étais le premier-né d'une famille noble en Afrique, dans mon village, on était une famille noble. Le premier-né, de la FADEM, d'une famille noble, c'est un garçon. Je suis né au village et, comment on dit, tu es obligé d'amener ton fils au village. Je suis né en ville, pardon. Tu es obligé d'amener ton fils au village pour qu'il reste au village pour apprendre les traditions Ok, ancestrales. Tu vois, d'accord. à, à 6 ans, 7 ans, mon père, comme d'habitude, on partait au village pendant les vacances scolaires. On partait rester au village, profiter. Mon père m'amène au village et il me laisse au village. Il me dit, il va me laisser avec ma grand-mère, quoi. Du coup, je n'étais pas d'accord, quoi. J'ai dit non, non. Et il a chargé les affaires dans la voiture, ma mère, mes petits frères, il a démarré, il est parti. Donc, du coup, j'ai couru derrière la voiture au moins pendant une vingtaine de minutes en pleurant, en disant que je ne reste pas là. Je disais que j'ai... Et Ah ouais, de mon village en ville où je suis, c'est quelque chose comme 6 heures de voiture. Donc, je me suis dit, en courant derrière la voiture, je vais parvenir à rentrer à pied en courant. ah So, oui, d'accord. Ok. après une vingtaine de minutes, la voiture s'éloignait. Je vois la voiture s'éloigner. J'étais là, je pleurais. So, je suis resté assis pendant déjà 3 heures. Et la nuit tombait, je me suis dit, OK, j'ai pas d'autre choix que de rentrer voir la grand-mère et c'est pas préparer mes affaires, quoi. Et je suis rentré assis. La grand-mère me dit, non, ne pleure pas, tu sais, tu vas être bien ici avec moi. Et Wow. c'est là où je suis resté au village de mes 6 ans, 7 ans jusqu'à ce que je commence le collège, quoi. Mais le collège, j'ai commencé en ville, pas au village. D'accord. Ok. Ouais. Du coup, vous y êtes resté combien de temps chez votre grand-mère? Et je suis resté chez ma grand-mère de 6 ans à 14 ans. D'accord. Ok. Et du Ouais. coup, vous rentriez quand même de temps en temps en ville. Oui, en Ouais. ville, je partais pendant les vacances scolaires. Parce qu'au fait, chez nous, c'était quoi? Pendant les grandes vacances scolaires, les enfants de la ville, ils viennent au village et les enfants du village, ils partent en ville. Ah, Tu vois? ok. C'est comme ça que ça se passait. Pendant les vacances scolaires, pendant que je partais en ville, chez moi, mes petits frères et tous les autres cousins de la ville, ils venaient au village. Tu D'accord. vois? Ouais. Bon, je partais quand au village et du coup, chaque fois pendant les vacances scolaires, quand j'étais en ville, j'ai mon père avec un grand box comment dire, un box en tôle, aluminium, où il paquait toutes ses affaires, quoi. Toutes ses médailles, des livres de karaté Shotokan. Et un jour, je fouillais et je suis tombé dessus. J'ai vu, au fait, j'étais étonné, j'étais impressionné. Je ne savais pas cette histoire de lui. Du coup, j'ai demandé à mes oncles et tout ça. Oui, mon père faisait du karaté ou quoi? Il y a l'un de mes oncles qui est arrivé, il a dit, quoi? Ton père, il était champion du Cameroun, il était champion d'Afrique. Il dit, à l'époque, personne ne nous touchait. Oh. Personne ne nous touchait. Quand on savait qu'on était les petits frères de ton père, tout le monde se mettait à carreau, quoi. Ah Je te jure, ouais. j'ai passé tout mon temps assis dans sa chambre. Je lisais les bouquins, je lisais les bouquins. En fait, comment dire, ça m'a beaucoup aidé. Je veux dire, à l'époque, je bouquinais beaucoup, quoi. Comme c'était j'adore la bande dessinée. Ok. Je peux dire, au fait, j'ai lu, c'est une histoire de fou, j'ai lu la Bible en bande dessinée, tout, l'histoire d'Isaac, de Moïse, tous ces prophètes. J'ai lu tout, c'était en bande dessinée, c'était dans le casier de mon père, quoi. Donc, je peux te réciter tout, c'était en bande dessinée, j'étais passionné, quoi. Tu vois? Waouh. J'étais passionné. L'histoire de la Bible, c'était l'histoire du peuple de Dieu, tome 1 jusqu'à tome, c'est pas 14, pas tout ça, mais c'est la Bible en bande dessinée. Purée. En fait, j'étais passionné, je lisais et dans ma tête, je voyais, je sais pas, j'étais en Israël, machin, des trucs bizarres. Tu vois? Ah Et ouais. à partir de là, quand je lisais des livres de karaté Shotokan de mon père, et je me suis directement pris pour un maître karatéka. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
tous les enfants du quartier, je les alignais. J'ai créé mon club de karaté, mais clandestin, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et je faisais payer les gars, juste je regardais le mouvement sur le bouquin et je faisais des katas comme ça, Mawashi Geri, Yoko Geri, tout ça. Et quand je suis rentré au village, j'ai créé mon club et j'en avais une quarantaine de personnes, tellement que les vrais clubs de karaté de mon village, ils sont pleins. Ils ont dit, mais attends, c'est qui ça? Tu as quel diplôme? Tu as quelle ceinture? Moi, je disais, moi, j'ai une ceinture noire, 3 dan, quoi, mais c'était des bobards. Autoproclamé ceinture noire. Voilà. Je me rappelle, pour les prouver que je suis fort, il y avait un bananier juste à côté de la maison de ma mère, un bananier. Je suis allé à Menu. C'était un bananier, il était énorme, quoi, costaud. J'ai boxé le bananier, pendant une vingtaine de minutes. Et le truc, il est tombé. Mais par contre, toute ma peau, là, la peau de la main, a été sortie. Quoi. C'était tout rouge. Exactement comme kickboxer. Oui. Pendant plus d'un mois, j'ai chié, hein, je te jure. Mais l'honneur était sauf, le bananier était tombé. Voilà. Oui, et j'ai suivi l'exemple de mon père et j'aimais les sports de combat au lycée, comment dire, à l'école, j'étais un passionné de sport. Comment dire, parce qu'à l'époque, on faisait des concours inter-écoles, tu vois. Et tout ce qui était matière, sport, athlétisme, bras de fer, course, tout ça, c'était moi le capitaine. Je faisais tout ça, quoi. Et on gagnait tout le temps. On gagnait tout le temps. J'adorais ça, tu vois. Et après, voilà, quand je finis mes études primaires, j'étais au collège, je suis monté en ville et j'ai continué toujours dans cette ascension où je suis le plus fort, tu vois. Mon prénom au lycée, c'était Demolition Man. Par rapport au film de Wesley Snipes, voilà. Ouais. Pourquoi? Parce qu'au fait, chaque vendredi, à la sortie des classes, j'étais le premier à sortir, aller devant la porte, devant l'entrée de la classe, dans l'entrée du collège, et je me tenais comme ça. Je disais que tous les élèves vont passer, ils vont me donner un coup au ventre. Tout le monde. Oh purée. Un bon coup. Deux fois, les mecs qui venaient faisaient pas. Ils disaient non, il faut que je recommence. C'était pas bien. Je dis, casse-toi. Même les professeurs me donnaient un coup au ventre. Alors, imagine-toi des milliers d'élèves, quoi. Mais deux fois, c'était chaud, quoi. Deux fois, je supportais seulement parce que je suis Demolition Man. Wow. Ah oui, d'accord. Ouais, toutes les élèves passaient, pas, filles comme garçons, là. Tout le monde. Ah ouais. Le proviseur, il disait, mais monsieur Dakan, vous êtes fou, vous allez vous tuer. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. D'accord. Et après, au quartier, on regardait les combats de boxe à la télé, Mike Tyson, Holyfield, mais tard dans la nuit, puisque ça se passait à Vegas. Et c'est de là où est venue ma passion de la boxe. D'accord. Mais je n'avais jamais osé, aller toquer une salle de, je veux dire, aller dans une salle de boxe parce que voilà, puis il y avait les études, c'était à fond dedans. Et un jour, quand je devais avoir 22 ans, 23 ans, j'ai dit, bon, écoute, il faut que tu décides parce qu'il y avait une salle de boxe à côté de mon lycée, il faut que j'aille voir, quoi. Et c'est de là où je suis allé voir, j'ai rencontré le monsieur responsable, on s'est parlé et tout. Et une semaine plus tard, j'ai commencé à m'entraîner dans cette salle. Ouais, j'avais 23 ans, 22 ans et demi, tout ça. Et en 2000, non, j'avais 22 ans, c'était en 2002. J'ai commencé la boxe. C'est allé très vite. Ça allait très vite parce que c'était un bagarreur déjà, ça allait très vite. En quelque chose comme pas moins de 2 ans, à moins d'une année, j'étais champion d'Afrique amateur. Je me rappelle toujours ce boxeur, j'avais boxé un Ghanéen, il était très, très grand de taille. Je lui ai gagné et j'étais content, j'étais hyper content. Tout. Après, j'étais qualifié aux Jeux Olympiques. Du coup, tout le monde était emballé. Putain, les Jeux Olympiques, tu vas y aller, tu es le premier poids lourd camerounais à être qualifié aux Jeux Olympiques. Ben, moi, ça ne me disait pas, ça me disait rien parce que je savais que mon père n'allait pas accepter d'aller aux Jeux Olympiques parce que c'était la période du baccalauréat, quoi. C'était lui, c'était études ou non, tu vois. Ok. Donc, c'était pas évident.
Donc, j'ai commencé en 2002. En 2004, j'étais aux Jeux Olympiques à Athènes. Et après, c'est là où je suis passé professionnel, quoi. Donc, ça allait très vite. D'accord. Et je crois aussi, j'ai vu dans une interview que vous avez faite avec un ami à vous, Brice, mais j'ai oublié son prénom, et qui était une super interview, et vous disiez que la première ceinture que vous avez décrochée, qui, il me semble, c'était WBO pour champion d'Afrique. Ouais. Et en gros, vous dites que la réaction que vous avez eue, c'était même pas d'avoir envie de célébrer et d'aller faire la fête, c'est juste, vous êtes resté seul et vous avez en gros eu une charge d'émotion qui a fait que vous avez pleuré avec cette ceinture. Qu'est-ce, Ouais. qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là? C'était, oh my God, c'était énorme, quoi. Au fait, bon, les gens croient, la vie n'a pas toujours été rose pour moi, tu sais. Quand j'étais en Belgique, avant de venir en France, j'ai rencontré un monsieur qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aidé. Tous les jours, ce monsieur me donnait 50 euros, tous les jours. Je n'avais rien demandé. Et je disais toujours, mais putain, comment je vais te rembourser, putain? Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête. Il m'a dit, Armand. Il ne m'appelait pas mon premier prénom. Armand, c'est... Désolé, mon premier prénom, je ne suis pas trop d'accord. J'aime pas trop. Bon. Armand. Je ne me sens pas Armand. Il me dit, Armand, le jour, quand tu vas avoir une ceinture mondiale, là, ta dette sera finie, quoi. C'est même à partir de là que quand j'ai eu cette ceinture que j'ai pleuré parce que cette ceinture, ça a beaucoup d'histoire. Cette ceinture de WBO Afrique, il y a beaucoup d'histoire derrière cette ceinture parce que de un, il y avait ce monsieur, comment on dit, qui m'avait parlé, qui m'avait dit que oui, quand tu as la ceinture, ta dette, tu vas régler ta dette et tout. Et de deux, il y avait que toutes ces années de travail, toutes ces années de dur là-bas. Quand j'ai gagné la ceinture, tout le monde était en train de crier, c'était la fête, on était contents et tout. Et je suis allé au vestiaire, j'ai déposé la ceinture, j'ai regardé la ceinture et je me suis juste mis à pleurer, quoi. C'était la première ceinture, putain, chier, quoi. La première ceinture mondiale WBO Afrique. J'ai pleuré pendant quelque chose comme 2, 3 minutes, quoi. J'ai demandé qu'on me laisse un peu seul. J'ai prétexté que je vais appeler mes parents. C'était dur, quoi. J'ai pensé à tout ce que tout mon parcours, tout ce que j'ai enduré, les gens qui m'ont aidé, les gens qui ont cru en moi. Et ça m'a vraiment, vraiment fait pleurer, quoi. J'ai pensé à mon ami à Bruxelles et je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, Robert, j'ai eu cette ceinture. Comme tu me parlais de ma dette, mais c'est vrai que tu m'as dit quand j'aurai une ceinture mondiale, ma dette serait remplie, mais moi, je crois, pour moi, ça ne serait pas assez pour ce que tu as fait pour moi, quoi. Ça ne serait pas assez. Il m'a dit, mais non, à moi, j'ai dit, non, ça ne serait pas assez. Il faudra plus que ça parce que tu es quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Ça m'a fait, euh, ça m'a fait plaisir, mais en même temps, il y avait beaucoup d'émotions là derrière, quoi. Il y avait beaucoup d'émotions, ouais. C'était énorme, quoi. Et, Ouais. et ensuite, pour la suite de ta carrière, il y a forcément ce pourquoi tout le monde t'a connu ensuite, c'est que bah, on dit souvent dans les sports de combat, il y a le fait de remporter des ceintures, donc ce que tu as fait, mais il y a aussi qui est-ce que tu as affronté. Tu as affronté grosso modo tout le monde, en fait, et même Anthony Joshua en short notice. Et pour ce, en gros, bah, ça veut dire que tu te préparais pour quelqu'un d'autre. Il y a eu, je crois que c'était l'adversaire de Joshua qui s'est blessé, et tu as dit pas de problème, j'y vais, et je crois que c'était à 3 semaines du combat. Quand, Au fait, quand les gens me parlent quand les gens me racontent un peu ma carrière, en disant que oui, tu as rencontré Anthony, tu as rencontré Serre, Anthony, lui va être ton plus grand combat ou ton plus beau combat. Je ne dirais pas que c'est mon plus grand ou mon plus beau combat. Mon plus beau combat jusqu'à présent, c'est un rêve accompli que j'ai eu, quoi. Quand j'étais en Afrique, avant de commencer la boxe, on allait regarder le combat de Mike Tyson avec François Botha. Mm. J'étais tellement excité après la victoire de Tyson. J'étais tellement excité. J'ai dit à mes amis, fuck, je vous jure, les gars, un jour, je vais boxer Tyson ou Botha. Je n'avais même pas encore commencé à boxer, j'avais 21 ans. Mes potes se sont mis à se foutre de ma gueule. Oh, vas-y, casse-toi, vas-y, va déjà commencer à pratiquer la boxe avant de venir nous raconter des conneries, quoi. Alors, quelques années plus tard, je boxe François Botha. Je le gagne. Ça, c'est mon plus beau combat pour moi.
et ma plus belle victoire. Parce que c'était un rêve d'enfant, putain. Je le gagne. J'ai dit à François, s'il te plaît, il faut qu'on fasse une photo et une vidéo pour mes amis en Afrique. Je lui ai raconté mon histoire. Il m'a regardé, il m'a dit, really? J'ai dit, yes. Il me dit, oh my God, Carlos, that's amazing. Il me dit, franchement, je suis content pour toi, quoi. Il me dit, c'est énorme. On fait la photo, la vidéo. Steffi me dit, yeah, guy, Carlos friend, Carlos brother, I'm here with the champ. He just fight. That guy, he just rubbed my ass. Je lui ai botté le cul, quoi. This is a great guy. This is the future. This is the big heavyweight boxing, man. I have it. She had my support. Thank you, Carlos. So, après, j'envoie la vidéo à mes potes. Mais ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ils m'ont dit, mais non, attends. J'ai dit, oui, vous vous rappelez? Je n'ai pas oublié. C'est resté là. Je n'ai pas oublié. Il me dit, OK, Carlos, tu as gagné. C'est bon, tu as gagné. Ça, c'est ma plus belle victoire, mon plus beau combat. Parce que ça a une histoire. Et d'ailleurs, juste parce que vu que c'était votre rêve et que ça avait autant d'histoire, bah, je peux qu'imaginer, mais le moment où vous avez dû faire le premier face-à-face, ou alors peut-être c'était au moment de la signature du contrat, est-ce qu'il y a eu un moment avant que ce combat n'ait lieu et que vous ne soyez dedans, parce que là, j'imagine que vous étiez dedans, peut-être en pilote automatique, mais est-ce qu'il y a eu un moment avant ce combat où genre tout est vraiment arrivé dans votre cerveau en mode « Oula, ah oui, en fait, c'est mon rêve là qui est en train de se réaliser » et... Oui. Quand mon coach m'a dit « Oui, le prochain combat, ça va être François Botha », moi, je lui ai dit « Maintenant, tu rigoles quand même, non ?» En fait, je crois que c'est une blague, en fait. J'ai dit « Non, tu rigoles, c'est vrai. » Il me dit « Si. » Je dis « Non, mais franchement, un jour, c'est une blague ou c'est vrai ?» Il me dit « Si. » Contrat, le nom. J'ai fait « Wow, what the fuck ?» François Botha. Je dis « Oui. » Je ne lui ai pas dit, je ne lui ai pas raconté l'histoire. Je suis waouh, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, oh, ça c'est énorme, quoi. Ça c'est énorme. Je n'ai dit à personne, quoi. J'ai dit, waouh, ça c'est énorme. J'étais tellement content, j'étais tellement excité. J'allais réaliser mon rêve. En fait, oh my God, c'était l'un de mes plus grands rêves parce qu'en fait, il y avait deux grands rêves de ma vie que je voulais le réaliser. Aujourd'hui, je l'ai déjà fait. Franchement, je suis tellement content. Et celle-là, c'était la première. J'étais bouleversé, quoi. Après la victoire, j'étais bouleversé. Et du coup, le beau rêve. Et je ne sais pas du coup si c'est quelque chose de personnel ou pas, mais du coup, est-ce que le deuxième rêve que vous aviez, c'était aussi professionnellement? Oui, le deuxième rêve, c'était professionnellement, mais ça ne concerne pas la boxe. C'est assez, c'est assez perso, mais d'ici à la fin d'année, vous le saurez parce que ça va être un truc mondialement connu, en fait. Ça va être un truc énorme. Je crois que vous allez m'appeler pour me dire non, mais il vous faut une interview pour ça. Ça va être c'est plus que c'est Ok. C'est du haut niveau. Ok, ça c'est du teasing, ça. Voilà, ça c'est du teasing. En fait, c'est le rêve de tout le monde, même à toi, tu vas me dire, oh putain, si je pourrais le faire, quoi. Wow, à ce point-là. Ouais. Ah ouais, je te dis. Okay. Je te dis, c'est énorme. Ok, bah là, on va garder l'oreille collée au sol, là. Ok. Ouais. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a un moment dans votre carrière, parce que là, on vient de citer en tout cas, un des moments que vous avez vécu qui était la réalisation d'un rêve. Est-ce que, à l'inverse, il y a aussi eu un moment dans votre carrière qui vous reste brûlé à jamais dans l'esprit comme étant le pire moment que vous ayez pu vivre? Oui, bien sûr. Il y a spécialement un moment que, voilà, c'est comme un cauchemar, en fait. C'est comme un cauchemar. Bon, après, tu sais, dans la vie, c'est comme ça. Comme je dis, quelqu'un m'interrogeait, désolé, je sors un peu du contexte, quelqu'un m'interrogeait par rapport au combat qui s'est passé en France ces derniers temps. Tu connais de qui je parle, des deux poids, le poids français et l'autre. Et je lui disais, au fait, il y a deux sortes de défaites. Une défaite constructive et une défaite destructive. Après, je ne sais pas quel genre de défaite il a pris, le petit. C'est destructif ou constructif. Ça va dépendre de son état d'esprit. Quand c'est une défaite destructive, le mec, il ne s'en remet pas. C'est fini sa carrière. Il a beau dû faire d'autres combats, c'est mort. Si c'est une défaite constructive,
Alors là, le mec, il va devenir plus fort, quoi. Il va être un démon, tu vois. Cette défaite, pour moi, a été constructive. J'ai minimisé trop le combat. J'ai pris le mec comme rien. Je savais que j'allais gagner. Tout le monde savait que j'allais gagner, mais j'ai perdu. C'était ma défaite face à Derek Chisora. C'était un cauchemar, my God. C'était un cauchemar, oh mon Dieu. Et quand je parle avec lui souvent, il dit, Derek, vas-y, on fait un petit revoir. Il me dit, Carlos, avec toi, non, merci. Il me dit, brother, si je veux faire un combat demain avec toi, si on ne me donne pas 3 millions, je ne le fais pas. Je le ferai pour l'argent. Je ne le fais pas. Il me l'a dit. Il me dit, ne rêve même pas. Je le ferai pour l'argent. Je ne vais pas aller que tu me déglingues pour 500 000. Non, je le ferai pour des millions. Ça, c'est ce qui m'a tué. Ça, c'est mon cauchemar. Ça, et du coup, ce cauchemar ou cette défaite qui était pour toi la pire, qu'est-ce que tu en as retiré qui, aujourd'hui, même si c'est l'horreur et que ça brûle, qui fait qu'au moins tu en as ressorti une chose qui a fait que tu en es ressorti grandi quand même? En fait, ce que j'ai retenu de ce combat, c'est ça m'a beaucoup appris, Fox, ça m'a beaucoup appris les choses. Parce qu'avant, quand je partais boxer, je partais boxer. Je me dis, pas de repli à l'adversaire, quoi. Aujourd'hui, quand je boxe, c'est stratégie. Je ne fais pas de repli, c'est stratégie. C'est comme, pour moi, la boxe, c'est comme un jeu d'échecs. Tu pousses les pions. Chaque round, c'est un pion que tu pousses. Chaque round, c'est un pion que tu pousses. Jusqu'à ce que tu peux attraper la reine de l'autre côté de l'adversaire, quoi. Ça, c'est l'échec, la boxe. Il faut savoir, il faut bien que ton coach ait les yeux ouverts, il sache que, oh, Carlos, tu sais, tu as déjà gagné 8 rounds. Quand je sais qu'il a déjà gagné 8 rounds et qu'on est sûr, alors là, on se met, je ne veux pas dire on se met sur la défensive, mais on ne se donne plus comme on se donnait avant. Quoi. On sait que voilà, on ne va pas chercher des points parce qu'on a déjà gagné. C'est stratégie. C'est ce que beaucoup de boxeurs ne connaissent pas. Beaucoup de boxeurs, c'est du premier au deuxième round à l'arrache, quoi. Non, c'est pas ça, mon pote. La boxe, tu gagnes plus de rounds, tu gagnes le combat. C'est comme ça, mais par contre, c'est 12 rounds. Si tu ne mets pas le mec KO, tu n'as pas d'en gagner. Hein. Même si tu gagnes 11 rounds au dernier round, le mec peut toujours te prendre pour un KO. Donc, la boxe, c'est un jeu d'échecs, stratégie. C'est ce que j'ai appris de ce combat avec Derek Chisora. D'accord. J'ai gagné tous les rounds, putain. Oh. Et le mec m'a cueilli. Oh my God. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui, que ce soit par son expérience, par justement le fait qu'il a vu ça comme un jeu d'échecs, qu'il a compris ces choses-là aussi, et peut-être aussi sa technique, sa manière de boxer, est-ce qu'il y a un boxeur, que ce soit actuel ou ancien, qui est pour vous une référence? Oui, mon boxeur de référence a été toujours, même si ça étonne beaucoup de gens, les gens s'attendent que je dise Mike Tyson ou Mohamed Ali. Bien sûr, ce sont mes boxeurs aussi. Mais quand je les classe, ils doivent venir en arrière. Mon boxeur de référence, c'est Sugar Ray Leonard. Okay. C'est celui-là que je prends, quoi. C'est Sugar Ray Leonard. Pour moi, c'est celui que je prends l'exemple. C'est un exemple, quoi. C'est mon boxeur de référence, Sugar Ray Leonard. Ouais, que ce soit le côté technique, le côté gestion, le côté. Ouais. Okay. Côté technique, côté gestion, c'est ce mec, en fait. D'accord. C'est lui que je mets en premier. Ok. Ouais. Et ben, une dernière question aussi sur. Il a grandi, si je ne m'abuse, à 15 minutes de chez vous, à côté à Douala. C'est Francis Ngannou. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce quartier, mais qui fait qu'il y a des guerriers légendaires à tous les coins de rue. Mais vous êtes entraîné, évidemment, et vous entraînez depuis longtemps avec Francis. C'est la fameuse question. Mais Francis et Tyson Fury, pour vous, est-ce que ça a du sens? Et qu'est-ce que vous en faites de ce combat-là que voudrait Francis? Écoute, j'en ai parlé pas mal, j'en ai parlé longtemps, j'en ai parlé avec Francis, ça fait longtemps qu'il planifiait ce combat, il veut faire ce combat. Après, je le comprends, tu vois. Je le comprends. Il veut faire ce combat, il faut que ça soit quelque chose de grandiose. Pour qu'on dise un peu comme Moïse a fait avec McGregor, on veut le faire en poids lourd et ça serait quand même quelque chose d'énorme et grandiose. Et il sait très bien qu'il a mon support. Si demain il va boxer un Tyson Fury, tout ça, il sait très bien que je l'aiderai en boxe anglaise, comme je l'ai fait pendant son deuxième match avec Stipe, quoi, tu vois. Ouais. Il le ferait, il sait très bien qu'il a mon support et
que je suis toujours derrière lui en tant que frère et en tant qu'ami. Non, si on fait ce combat, ça serait vraiment bien, ça serait énorme. Après, les gens disent que oui, non, mais bon, dans une série, il faut dire ce qui est vrai, les gars. Au début, on se foutait de la gueule de ces mecs, mais ces mecs, c'est quand même un phénomène. Hein. Je te jure. Hein. Chien à boxer, il a un mental d'acier, quoi, tu vois. C'est vraiment, il a un mental d'acier, il te fait chier. Non, si on fait ce combat, franchement, Francis a ses chances pour ce combat. Vraiment, je te le dis. Pour la préparation qu'il aura, je crois qu'il pourra gagner ce combat. Il peut gagner s'il se prépare bien. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, Francis, c'est un boxeur. Hein, c'est un boxeur anglais avant de Ouais, il voulait passer commencer. Ouais. à voir. Donc, n'oubliez pas ça. Parce que certaines personnes croient que oui, c'est un mec qui fait du jiu-jitsu, quoi, tout ça. Non, c'est un boxeur. Donc, si ce combat-là se fait, non, ça ne m'étonnerait pas que sur un coup Francis, c'est lui, il cueille le mec, quoi. Ah oui, c'est ce combat-là. Ce serait tellement fou. Ça, ouais. Et ouais, j'espère bien que ça va se faire. Hein. J'espère que ça va se faire. C'est un truc, ça serait extraordinaire qu'on fasse ce combat, quoi. Et ça, ils vont le faire peut-être aux Émirats Arabes Unis, mais ça ne vous plairait pas un combat comme ça en France? Ah bah, tous les jours. Tous les jours. Ouais. Un combat comme ça en France, ça vous plairait, voilà, justement. Mm-hmm. Ouais. Ah ouais, oui, non, moi, c'est fou. Ouais, moi aussi, je compte faire mon retour en France prochainement pour un combat. Le rapport avec ce fameux deuxième rêve? Ouais. Non, rien à voir. Rien à voir. Ok. Rien à voir. Non, ça c'est un projet à moi. D'accord. Ça, c'est un projet que je travaille depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, je suis à Monaco. C'est toujours par rapport à ce projet. D'accord. Et de mettre des shows boxing en place, des combats de boxe en place à Monaco et en France pour pouvoir, faire aussi boxer nos jeunes talents, quoi, en France comme ailleurs, quoi. Tu D'accord. vois? Ouais, je suis ici à Monaco depuis, je travaille sur ça et ça fait quelques semaines, soit presque une semaine que je suis là et normalement, on doit organiser quelque chose ici à Monaco avec ma fondation, la fondation Carlos Takam, pour collecter un peu des sous pour les jeunes en Afrique, parce que je m'occupe des jeunes en Afrique, l'éducation des jeunes dans les zones rurales, un peu, tu vois, en Afrique. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, j'ai conçu une école en Afrique Ouais. pour les enfants, qui s'occupent des enfants. Donc, avec cette fondation, on va organiser un show boxing ici à Monaco, un truc assez lourd, quoi, un truc lourd. D'accord. Du Comment ça coup, s'appellera? hein? Comment ça s'appellera? Vous avez le nom du show? Ouais, ça va s'appeler VIP Boxing Show, Carlos Takam, quoi, tu vois. Ok. Ouais, Ok. ça va s'appeler VIP Boxing Show par Carlos Takam. Et moi, je veux vraiment, malgré qu'on est déjà assez avancé pour cet événement ici à Monaco, je veux vraiment le faire en France, quoi. Je veux vraiment le faire en France. So, j'ai beaucoup de contacts aux États-Unis. Je connais pas mal de choses. Aujourd'hui, je suis, je suis en collaboration, c'est mon manager aux États-Unis, c'est George Foreman Jr., le fils de George Foreman, avec qui je collabore avec lui. C'est mon manager américain, quoi, tu vois. D'accord. So, on va faire beaucoup de choses ensemble. On va faire beaucoup de choses ensemble. Il n'est pas, bon, on a signé, c'est pas juste que pour moi, quoi, c'est aussi pour tout l'ensemble des choses que je suis en train de préparer. D'accord. Ok. Pour tout l'ensemble, c'est bon. Je veux dire, un jeune talent ici en France qui veut peut-être, on peut peut-être le faire boxer en Amérique, à HBO, à ESPN, via George Foreman Jr., quoi. Parce qu'il fait maintenant partie du team Takam, tu vois. Ok. Donc, je suis en train d'envisager de préparer mon retour en France avec, tu vois, vraiment, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire non seulement pour moi, mais aussi pour les autres, quoi. Je ne vais pas dire pour aider les autres, mais je veux dire pour redonner un peu l'ambiance dans ce milieu de boxe en France, tu vois. Je sais qu'on aime la boxe en France, mais le problème, c'est la passion. Beaucoup de gens, souvent, tu vois, je crois même que depuis que Tony a perdu, les gens vont se dire, oui, mais il n'y a pas que Tony, mon Dieu, il y a plusieurs boxeurs français, quoi. Ouais, il a perdu, ce n'est pas la fin du monde.
dans la carrière d'un boxeur, d'un des plus grands boxeurs, des grands boxeurs, on perd. La défaite, souvent, ça fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait du bien, souvent, la défaite. Ouais. Donc, donc d'ici la fin d'année, je crois que mon show ici à Monaco ou en France, ça comment dire, on va le faire, quoi. Et ça va aller au-delà de l'Europe. Je veux dire, il y aura la France, il y aura l'Afrique, il y aura les États-Unis. Donc, d'ici la fin d'année, on aura déjà fait tout le programme de tout ce qu'on va faire en France, à Monaco et en Afrique. Et je voudrais vraiment particulièrement prendre plus les boxeurs en France pour pouvoir faire, comment dire, ces galas de boxe que je vais faire à Monaco, en France et en Afrique, quoi. Plus particulièrement. Genre, D'accord. faire un truc challenge boxeur français ou boxeur européen contre les boxeurs africains ou boxeur américain contre les boxeurs africains ou boxeur américain contre les boxeurs français, quoi. Une espèce de mix comme ça. Donc, d'ailleurs, en ce moment, comme je vous parle, en parlant que vous parlez, il y a mon manager qui est en Afrique en ce moment, juste pour ça, quoi. Il est en voyage depuis une semaine pour parler avec certains gouvernements africains, certains pays africains pour ce show, quoi. Parce que dans le but de tout le show qu'on veut mettre en place, c'est déjà dans chaque capitale africaine, on va organiser un gala de boxe et après le show, on voudrait, comment dire, on voudrait construire soit une école, soit une salle de sport. D'accord. Ouais, ça, c'est le but. Soit une école, soit une salle de sport. Donc, soit une école parce qu'on milite pour l'éducation, une salle de sport pour le sport. Ok. D'accord. Et Ouais, donc ça, ça va donc, être, dans ouais, ça chaque va ville et être dans chaque vraiment, capitale. Ok. dans chaque capitale africaine, ça va être vraiment un gros truc. C'est pour ça que ça fait 2 ans qu'on est en préparation, quoi. On D'accord. prépare ça depuis 2 ans. C'est pas un truc qu'on s'est levé demain, on a dit on va faire ça, on va faire ça. Non. Donc, on a déjà tout planifié. Ok. Tout planifié. On a le support, comme je te dis, j'ai Georges Foreman Junior, il n'y a pas que lui. Il y a des gens ici à Monaco, la principauté. Et en France, on connaît pas mal de personnes qui vont nous suivre. Et en espérant que d'autres personnes aussi, d'autres sponsors, d'autres partenaires vont nous suivre comment dire, dans cette belle aventure. Ouais. Donc, ça va D'accord. être du lourd, ça va être du lourd. Donc. Ouais. Et Hmm. quand je viendrai en France, je vais, entre parenthèses, mettre le challenge de mon routine. La Ça fameuse, va, comme ça, la boucle ça est va bouclée. s'appeler Challenge Carlos Takam. Donc, Ah, ben là, c'est on bon, va, c'est. on va choisir une journée, on va faire, comment dire, on va en parler dans les médias partout. On va faire ça, Challenge Carlos Takam, pour voir celui qui va faire le plus de burpees Ah, ce en serait 30 énorme. minutes. Ce serait Ouais. énorme. Donc, voilà un peu tout ce que je planifie de faire. Mon retour en France, c'est très, très, très bientôt pour mon show que je vais organiser en France. Et comment dire, tous les boxeurs français seront invités à boxer. Donc, on les enverra des invitations, quoi. Ceux qui seront prêts et préparés, tout ça, on les fera boxer à la soirée, quoi. Et ça, il y aura des soirées où moi je vais boxer, d'autres soirées où je ne sais pas, je ne vais pas boxer, quoi, tu vois. D'accord. Je ne vais pas Ouais. boxer dans toutes les soirées. Il y a des Ouais, soirées ouais, où je serai juste spectateur comme tout le monde et des soirées où je serai le main event où je vais boxer. ouais. C'est à peu près ça le grand projet que je suis en train de préparer depuis plus de 2 ans. D'accord. Ok. Avec ta fondation et tous ceux qui Ouais, t'entourent. ouais, D'accord. avec la façon et tout ce qui m'entoure, quoi. Ben voilà, en tout cas, ben maintenant, tout ça, c'est bien noté. Ben, Carlos, merci infiniment pour cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur et pour ce qui arrive? Écoute, j'avais suivi, j'aime bien, je suis curieux, j'avais suivi un discours de ce rappeur Snoop Dogg. Et il avait dit, non, c'est sérieux, là, ne rigole pas. Ok, Il pardon. avait dit, il avait dit une chose qui m'a beaucoup interpellé. C'était quand il a eu son étoile là, au boulevard, Hollywood Boulevard. Il a fait son discours en disant que oui, je remercie tout le monde, vraiment. Mon équipe, ma femme, mes enfants qui m'ont tout motivé, mes amis, ma team, tout ça qui m'ont tout motivé. Tout, je sais, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, mais il y a une personne en particulier que je remercie. Moi. Je me remercie toujours. je, me... je me remercie d'avoir cru en moi.
je me remercie pour tous ces, comment dire, pour toutes ces années dures que j'ai traversées, que je n'ai jamais lâché, quoi. Et franchement, sur ce point, j'étais d'accord avec lui. Parce que je viens de te raconter, je viens de te parler de mon projet, ça n'a pas été facile. À un moment, j'ai failli abandonner. Parce qu'il y avait personne qui me croyait, quoi. Je me suis dit, oh, putain, bon, ok, personne ne croit et qu'est-ce qu'elle veut faire tout seul? Mais j'ai tenu. Et aujourd'hui, demain, ça va voir le jour. J'ai beau remercier tout le monde, mais moi, je suis la première personne à remercier. C'est pas que, tu vois, franchement, je suis désolé, mais je suis la première personne à remercier. Quand tu me dis que oui, après tout ça, comment on dit, comment on peut, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, je dirais juste que voilà, je ne vais pas te demander de me souhaiter bonne chance, tout ça. Je vais juste me remercier, quoi. Me remercier pour toutes ces années, pour tout ce que j'ai fait et tout ça à qui j'ai cru, quoi. Donc, je me remercie moi-même. Putain, oh! Non, bah, c'est clair qu'on peut tous te remercier, ça c'est sûr et certain. Bah, pour Ouais. tout, de toute façon, pour que ce soit le parcours et ce que tu fais maintenant. Donc, Ouais. ouais, tu peux te C'est ce remercier que tu fais. toi-même. Vous pouvez, Oui, pardon, je me mais remercie nous moi-même, aussi. putain. Ouais. Je vais aider les autres bon, personne ne pourra jamais être comme moi. Moi, je ne pourrai jamais être comme Mohamed Ali ou Mike Tyson. Je dis toujours, quand quelqu'un me dit, ouais, putain, tu es un Mohamed Ali ou tu es un Mike Tyson, je l'arrête tout de suite. Je dis, frère, Mike Tyson, c'est Mike Tyson. Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali. Carlos Takam, c'est Carlos Takam. Soit tu es plus que lui, soit tu es moins que lui. Chacun a son chemin. Chacun sera champion. Tu ne peux pas suivre l'autre. Tu peux pas suivre le chemin de l'autre. Non, ça ne marche pas. On est comme des ADN, quoi. Ton ADN, ce n'est pas la même que mon ADN, putain. C'est que les gens ignorent. Chacun a sa propre voie à suivre. Donc, je serai Carlos Takam, je ne serai pas Mike Tyson. Non, je suis désolé. Donc, je me remercie. Merci Dieu de faire de moi ce que je suis et d'avoir rencontré des gens bons dans la vie, des gens comme vous qui acceptent d'échanger avec moi et de parler de mes projets, de tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Bah, je crois que c'est le parfait mot de la fin. Voilà. Bah, vraiment, merci beaucoup. Merci pour Je tout. t'en prie. OK, à la prochaine. À la prochaine. Et ben, je crois que du coup, il y a Monsieur Barry qui nous a rejoint depuis un petit bout de temps. Bah, bonjour à vous. Ah, qui ne nous entend pas. Tac. Allô? Ouais, monsieur, bonjour. Il Je reste tenais plus. simplement à dire Oui. que le prochain combat de Carlos, comme il l'a dit, on est en train de le préparer. Un combat cet été à Paris, un autre en Afrique, là où je suis présentement. Préparez vos caméras et c'est pour bientôt. Le challenge est lancé. Je pense que Martin Bacolé qui est venu raviver la vedette à Tony à Paris, Carlos est prêt à relever le défi. Et puis voilà. C'est ça. Oh là 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 là. Ouais. Ok. Donc, c'est ça. Bon, ça tape un choc. Hein. Oh là 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 là. Mais juste quand on croit, vous ne pouvez pas être plus légendaire. C'est pas possible. Que Bercy nous attend de préparer les caméras, soit Bercy, soit l'Arena de la Défense. Eh ben, on y va. Martin Bacolé, s'il est chaud, c'est parti. S'il n'est pas chaud, Tony Yoka, tu as l'occasion de relancer ta carrière. C'est tout à fait indiqué. Les défaites et les victoires, ça se succède quand on est combattant. Il ne faut jamais baisser les bras. Carlos, en tout cas, est là. Il est prêt à pouvoir prendre n'importe lequel des deux. Si Martin est disponible, vas-y, viens cet été. On fait du castagne. Sinon, Tony Yoka, prépare-toi. C'est parti. Oh là 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 là. Yeah. Ok. Bon, bah alors là, c'est trop d'un coup, là. C'est trop pour moi. Yeah. Ok. On t'a traumatisé là. Ah, c'est bon, je peux plus me lever. Bah, écoutez, je ne sais pas combien de secondes il reste. Je veux vraiment vous remercier. Merci beaucoup. Et puis, passez une bonne journée. Et puis, à très bientôt, j'espère. I'm fucking coming for you!